Vous écoutez Métropolitique, le podcast où Michel explique pourquoi vos rêves de métro à Châteauroux ne tiennent pas la route. Dans cet épisode bonus, il répond à vos questions avec plus de précision qu'un RER B en retard. Il y a des cas tout à fait opérationnels, non même plus de téléphérique, mais de réseau téléphérique. À La Paz, il y a 10 lignes de téléphérique en Bolivie. Un collègue, blanchi sous le harnais de la RATP, m'avait prédit « Doigt levé et menaçant, ce métro est tellement sécuritaire qu'il ne fonctionnera qu'à l'arrêt. » Alors aujourd'hui, je ne ris plus du tout. On me poserait cette question-là aujourd'hui, je n'éviterai pas d'y répondre. Validez votre titre de transport et montez à bord de Métropolitique. Comment les évolutions démographiques et sociétales influencent-elles les besoins en matière de transport ? Vaste question pour laquelle un podcast entier ne suffirait peut-être pas. Eh bien, on peut constater que l'accroissement de la population des villes, qui se fait de concert avec l'élargissement des bassins de population, conduit à un mitage du tissu urbain, mitage comme un tissu mangé par les mythes, par la construction de maisons individuelles qui vont être reliées entre elles seulement par un réseau via les rues existantes ou les routes à créer. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec un tissu urbain très étendu, mais avec une densité de population faible, voire trop faible, pour ce qui est communément admis ou recherché pour des transports en commun. Autre phénomène, le renchérissement de l'immobilier dans les villes pousse les gens à chercher un logement loin du centre, ce qui renforce encore l'envie de s'éloigner du centre, d'avoir une maison individuelle, etc. En parallèle, on assiste à l'affaiblissement de communautés hors agglomération, qui ne sont pas reliées à ces grosses agglomérations. Donc la conséquence en est une faible utilisation des liens ferroviaires existants, quand il y en a, et puis finalement, jusqu'à leur fermeture et leur remplacement, dans le meilleur des cas, par des bus ou des autocars. Et voilà comment on se retrouve sans mode fixe, sans lien fixe. Les flux quotidiens s'en trouvent modifiés selon 3 dimensions, la nature des flux, leur distance et la fréquentation. Quel rôle pourrait jouer le fret ferroviaire à l'heure des transitions écologiques et logistiques ? Oui, c'est un serpent de mer qui revient régulièrement quand on constate l'accidentologie des camions, l'encombrement des routes, etc. Un objectif évident serait donc de réduire drastiquement le nombre de poids lourds sur les autoroutes. Regardez l'autoroute A1 entre Paris et Lille, qui présente essentiellement 3 voies. La voie de droite est occupée par une sorte de train de camion. On pourrait imaginer des rails sur cette 3e voie. Il existe des infrastructures ferroviaires qui permettraient de drainer ces camions et de les mettre sur des wagons. Par exemple, les sillons. Les sillons, ce sont en anglais, on pourrait dire les time slots, les créneaux de passage qui ont été abandonnés sur les lignes conventionnelles par les déplacements qui se sont déplacés sur les lignes à grande vitesse. En d'autres termes, ces lignes conventionnelles sont sous-utilisées puisque moins de trains voyageurs y circulent. Alors, on aurait pu utiliser ces sillons pour y mettre des trains de fret. Et puis, il existe aussi les lignes dites, le terme est malheureux, des lignes secondaires. Déjà, quand on commence à dire secondaire, on sent que c'est pas primaire. Il existe des dizaines de milliers de kilomètres de voies ferrées qui sont soit sous-utilisées, soit abandonnées en France et qui offraient un maillage total du territoire. Bien évidemment, il faut entretenir ce réseau dit secondaire et il faut lui trouver une rentabilité. Et quels sont aujourd'hui les principaux verrous techniques, économiques et réglementaires qui freinent un renouveau du fret ferroviaire en France et en Europe ? Alors ça, c'est la question, la mère de toutes les questions, parce que si certains écolos brandissent un yaka, mettre plus de trains de fret, eh bien, c'est un raccourci qui masque les contraintes du fret ferroviaire. Par exemple, la vitesse commerciale d'un wagon de fret en France est de 15 km/h, c'est-à-dire entre l'origine et la destination, en passant par les triages, en passant par des temps de remisage avant d'être triés, décomposition, recomposition des trains, etc. Ce 15 km/h est incompatible avec, par exemple, le transport de produits frais. Mais aussi comparé avec les mauvaises, entre guillemets, habitudes de la logistique moderne qui voudrait une livraison le jour J+1 avec du fret ferroviaire, ça va être très difficile. Donc, il faut compléter les voies ferrées par des infrastructures de manutention qu'on appelle des chantiers logistiques pour aller déformer et reformer les trains, des gares de triage, et des chantiers de transbordement entre les trains et les camions et inversement
parce qu'il faudra bien de toute façon faire les derniers kilomètres là où le rail ne va pas et on les fera par la route. Donc il faut de l'infrastructure, il faut de la logistique et cela est très en retard ou très en retrait, disons, en France. Parlons aussi, vous m'avez posé la question des verrous réglementaires. Le monde ferroviaire est un monde de normes. Les normes permettent l'interopérabilité. Les trains de fret n'ont pas le même gabarit, c'est-à-dire l'enveloppe, que les voitures passagers. On ne dit pas wagon pour les passagers, on dit voiture. Alors le coût de la mise au gabarit, c'est-à-dire l'élargissement, le passage sous les ponts, les tunnels, les courbes, etc. Ce coût de mise au gabarit plus large donc pour le fret que pour les voyageurs de ces lignes conventionnelles a été brandi et montré comme un repoussoir, ça allait coûter, et finalement, eh bien, ça a été de l'argument pour ne rien faire. Sur Paris-Lyon, nombre de sillons ont été libérés avec l'apparition de la ligne à grande vitesse, et ces sillons ne sont pas assez occupés ou pas occupés du tout, parce que voilà, on n'a pas voulu faire l'effort d'élargir le mètre gabarit. Alors, il faudrait absolument raccourcir aussi les temps techniques de manutention. Il faudrait plus perdre de wagons. Vous avez bien entendu perdre. Il y a des wagons qui se perdent. Alors on les retrouve un peu plus tard. Alors on les perd comment? Les wagons, ils sortent pas des rails. C'est lors des assemblages et désassemblages de trains. Et il faudrait être capable de taguer les wagons. Donc technologiquement, on sait faire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une solution qui est développée. Il faudrait aussi réduire les temps techniques de couplage-découplage, attelage et désattelage, par des dispositifs automatiques qui existent. Ce n'est pas simple, mais imaginez la complexité d'aller mettre des agents à pied d'œuvre sur les voies qui vont se glisser entre deux wagons successifs pour les découpler ou les coupler. Ce n'est pas un métier sympathique, c'est un métier dangereux et ça prend du temps surtout, ça prend du temps. Donc c'est là qu'il faut réfléchir pour rendre le fret compétitif en termes de timing. Et puis la vitesse des convois de fret, c'est là on aura du mal à l'augmenter parce que ce sont des convois lourds qui ne sont pas faits pour aller vite. Même mélanger des convois fret avec des trains voyageurs, ça c'est une problématique parce que les trains voyageurs, on a envie qu'ils aillent vite parce que la vitesse, donc le temps de trajet, est considéré comme le facteur d'attractivité principal pour amener les gens sur le train. Donc on ne peut pas mélanger de jour des trains qui vont rouler à 160 pour les lignes conventionnelles avec des trains de fret qui vont rouler à 110. C'est le plus lent qui va imposer la capacité de la ligne. Donc, il y a des réflexions à mener pour améliorer cette mixité des circulations. Alors, à des horaires différents, ça se fait déjà. Là, j'ai un projet qui me passe sous les yeux en ce moment. Ce sont les lignes qui vont alimenter, entre guillemets, le tunnel Lyon-Turin ferroviaire, ce projet colossal. Alors, sur ces lignes qui vont venir converger vers ce lien fixe, ce tunnel, j'ai lu qu'ils veulent faire circuler des trains de fret et des trains à vitesse grande, pour pas dire à grande vitesse. Vitesse grande comprenait jusqu'à 250 km/h, c'est ce qui est dit. Il n'est certainement pas dit comment cette mixité de vitesse de circulation va être faite. Alors, aujourd'hui, on n'en est qu'à des études préliminaires. Pour moi, ce sont encore des vœux pieux. Je ne dis pas qu'il est impossible de mixer fret et voyageurs, mais la solution n'est pas simple. Il y a vraiment des questions techniques. Encore une fois, c'est le fret qui est le plus péjorant en termes de vitesse, pour ne prendre qu'un argument, mais aussi de pente. Et c'est lui qui imposera ses contraintes aux missions voyageurs qui risqueraient de se trouver ralenties. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Rappelons quand même qu'il existait autour de Paris, elle existe encore en termes d'infrastructure, ce qu'on appelait la grande ceinture ferroviaire, et puis une petite ceinture ferroviaire qui était intramuros au sens où elle était à l'intérieur des boulevards des Maréchaux. Et ces deux liaisons, ces deux ceintures étaient essentiellement, pas exclusivement, dédiées au fret. Ça veut dire que il y a 100 ans, 150 ans, nos anciens avaient tiré tout le potentiel qu'ils pouvaient du transport ferroviaire. Il est vrai qu'il n'y avait pas la concurrence des camions avec leur efficacité d'aujourd'hui. Dans les villes de taille moyenne, un métro peut-il réellement constituer une alternative plus efficace à la voiture électrique en matière de transition énergétique? Et quels seraient les prérequis essentiels pour en garantir la viabilité, notamment dans des contextes de densité plus faibles? Alors, je ne me risquerai pas, pour commencer à répondre, à définir ce que c'est qu'une ville de taille moyenne. Je ne m'y risquerai pas en donnant un nombre d'habitants. Pour cela, il y a une loi qui va me permettre d'aiguiller la réponse. C'est-à-dire qu'on va parler de communauté urbaine de 100 000 habitants et vous allez voir pourquoi. La réponse, elle est finalement plus économique que technique. Avant de penser à une solution lourde de type métro, rappelons-nous que des dizaines de villes moyennes en France avaient un tramway avant-guerre. Des dizaines, et même des petites villes.
Il s'agit bien d'un transport électrique, si on considère que l'électricité, c'est le vecteur de la transition énergétique. Alors, leur rentabilité était mesurée avec des critères qui étaient moins économiques qu'aujourd'hui. On était moins dirigé par l'économie, quoiqu'elle n'était pas totalement absente. Mais ce sont des critères économiques qui ont été brandis pour arrêter ces lignes de tramway au bénéfice de la voiture au sortir de la guerre. La voiture, elle apportait son lot de rêves, de l'individualité, de la fin, malheureusement souvent réelle, de la promiscuité dans les transports en commun, et le match était perdu d'avance. Lors du renouveau du tramway français, qu'on peut situer à partir de 1985, quand Nantes, Grenoble et Paris ont conçu leur première ligne, eh bien, on a cette fois redécouvert les coûts de création des infraferroviaires intra-urbaines qui avaient été désarmés. Malheureusement, ces coûts ont été renchéris par de nouvelles exigences réglementaires touchant à la sécurité, au partage de la voirie avec les voitures, ce qui est, encore aujourd'hui, un frein au développement de réseaux de tramway dans des villes de taille moyenne. Alors, il reste aujourd'hui à justifier la rentabilité, le mot est sensible, d'un tramway, et alors encore plus d'un métro, puisque la première question posée était considérer les métros, dans une zone urbaine étalée et peu dense. Aujourd'hui, il existe 25 bassins de population en France qui sont dotés de tramways. Alors, vous voyez la prudence, je dis bassin de population pour éviter de dire ville, communauté de communes, voilà, bassin de population. Typiquement, ces bassins de population, ils ont tous au-delà de 100 000 habitants. Ça, c'est pas un critère de démographe. C'est un critère législatif, puisque l'implantation des réseaux de tramway dans ces 25 bassins de population a été possible économiquement grâce à des lois successives de taxes locales qui étaient affectées au financement des infrastructures de transport en commun. Ça s'appelle de la bonne économie politique. Mais sous le seuil de 100 000 habitants, qui est le seuil d'éligibilité de ces communautés de communes à la levée de la taxe, eh bien, il faudrait trouver d'autres financements pour avoir des modes lourds, sans aller jusqu'au métro, mais au moins jusqu'au tramway. Puisque la question, encore une fois, a été posée sur le métro, un petit rappel de coût ne nuit pas. En moyenne, c'est une moyenne arithmétique. Une ligne de tram en France va coûter entre 30 et 40 millions d'euros du kilomètre. Parfois davantage, on a quelques cas un peu plus coûteux. Et un métro souterrain va coûter entre 100 et 150 millions du kilomètre. Alors ça fait réfléchir en ces temps de disette budgétaire. Pourquoi pas plus de métro ? Si, des extensions sont souhaitables. Indépendamment du Grand Paris Express, il y a quelques lignes parisiennes qui ont été prolongées en banlieue. Et puis, le Grand Paris Express réalise en ce moment plus de 200 km de lignes nouvelles en région parisienne, ce qui est une période historique de redéploiement des transports en commun. Mais l'écueil du coût de réalisation pour des trafics attendus faibles reste incontournable. En d'autres termes, il faudra toujours opposer le nombre de personnes que l'on pourra transporter par an au coût initial d'investissement. Alors, un tram reste pertinent dès que l'on vise une fréquentation de l'ordre de 2000 à, en poussant 6000, 8000 personnes par heure et par direction, tandis qu'un métro trouvera sa justification économique avec nos critères, c'est-à-dire la valeur du temps, nos critères occidentaux, à partir d'environ de 10 000 personnes par heure et par direction. Alors, n'oublions pas un autre mode électrique, injustement délaissé, je dis souvent, sauf à Lyon qui le relance opportunément, et Grenoble si je ne m'abuse, le trolleybus. Alors, le trolleybus moderne est équipé de batteries qui lui permettent de s'affranchir d'indisponibilité temporaire de la voirie pour des raisons de chantier, travaux d'hiver, stationnement, pompiers, etc. Et donc, le trolleybus peut quitter sa ligne aérienne de contact, sa ligne d'alimentation électrique, contourner l'obstacle en passant par une autre rue, en roulant sur autonomie avec sa batterie sur des faibles distances. Ce qui donne une flexibilité et qui pourrait redynamiser le concept du trolleybus dans les villes. Et son coût est beaucoup plus faible que celui d'un tram, puisqu'il n'y a pas la pose de voie. Il y a uniquement des fils de contact pour l'alimenter à poser. Enfin, quand je dis uniquement, c'est un peu un raccourci, mais c'est incomparablement plus économique. Alors, à présent, Michel, une question à propos d'un sujet qui a le vent en poupe. Quel usage concret pourrait-on faire de l'intelligence artificielle dans les réseaux de transport ?
Alors déjà, un petit clin d'œil. Avant que le mot intelligence artificielle envahisse les médias, il y a moins de 10 ans, on parlait de big data. Aujourd'hui, plus personne n'en parle. Alors qu'en réalité, qu'est-ce que c'est le big data? C'est ce dans quoi puise l'intelligence artificielle pour trouver des réponses à des questions. Elle pourrait servir à améliorer la gestion du trafic, grâce à de la prévision de trafic en temps réel basée sur des retours d'expérience, sur ce qu'on sait de ce qui se passe de manière saisonnière à tel ou tel endroit de la ville, etc. Et ce qui permettrait d'apporter en temps réel une information plus vraie aux voyageurs. C'est une façon d'améliorer l'expérience du transport. Je vois une façon d'utiliser l'intelligence artificielle. Alors, c'est pas mon métier, il s'agit de la prévision de trafic. Il existe des modèles de prévision de trafic qui sont des modèles mathématiques très élaborés et qui essayent d'anticiper quels vont être les mouvements pendulaires quotidiens dans une agglomération. Qu'est-ce qu'un mouvement pendulaire? Mouvement pendulaire, c'est le domicile-travail le matin et travail-domicile le soir, par exemple. C'est le même trajet dans un sens et dans l'autre. Donc, si on était capable, techniquement on l'est, de tracer les gens, le mot est sensible, grâce à la localisation de leur téléphone mobile, mais anonymement, vous n'allez pas faire de moi un super flic, eh bien ça permettrait d'avoir une meilleure connaissance des mouvements réels, des déplacements réels. Donc ça, c'est en amont, au niveau de la prévision de trafic, on aurait des prévisions qui pourraient être plus fines, plus précises, et qui reflèteraient mieux ce qui se passe sur diverses périodes de l'année. Alors, ça pourrait aussi servir à déterminer une politique tarifaire qui reflèterait davantage l'usage réel des transports en commun, c'est-à-dire quand, sur quelle durée, sur quelle distance et à quel moment de la journée. Donc c'est un sujet sensible, vous allez me dire, je vous vois venir, vous allez vouloir faire payer davantage les gens qui prennent les métros à l'heure de pointe. Bon, on peut réfléchir. Existe-t-il des concepts oubliés ou des technologies mises de côté qui, à la lumière des innovations récentes, pourraient mériter une seconde chance? Oui, il faut toujours réfléchir à, pas forcément l'innovation, mais à l'utilisation judicieuse des technologies. Ma première pensée à cette question, c'est le téléphérique urbain. Le téléphérique urbain voit un nouvel essor en dehors donc des remontées mécaniques de montagne, et il a trouvé son champ d'application dans le cas de franchissements délicats. Par exemple, franchir une rivière, franchir un dénivelé important, franchir un très large faisceau de voies ferrées. Et à ce moment-là, on passe au-dessus. Beaucoup de villes y ont pensé et l'ont mis en œuvre à Brest, à Toulouse, bientôt en région parisienne entre Créteil, Villeneuve-Saint-Georges. Le Havre y pense. Et puis ailleurs dans le monde, il y a des cas tout à fait opérationnels, non même plus de téléphérique, mais de réseau téléphérique. À La Paz, il y a 10 lignes de téléphérique en Bolivie. Medellín, Guayaquil, Batiactu en Équateur. Et donc, bien que ce dispositif de transport ait une capacité limitée, mais on arrive quand même à 2000 personnes par heure et par direction, mais il offre des gains de temps appréciables partout là où il y avait un problème de franchissement, un gros dénivelé, encore une fois, ou une rivière, ou l'estuaire d'un fleuve. Donc ça, c'est à mon sens, c'est la technologie qui, elle n'est pas oubliée, elle se développe. Elle a été rendue possible dans le domaine urbain par l'amélioration des technologies sur les pinces qui accrochent les cabines sur les câbles. Il y a une autre technologie qui était brandie comme la nouveauté, navettes autonomes sans conducteur. Eh bien, finalement, on se rend compte qu'elles ont du mal à émerger. Il y a quelques tentatives ici ou là dans des parcs fermés. Elles ont, à mon sens, un domaine de pertinence, mais il est réduit. Il ne faut pas le négliger. Mais avant de voir des navettes autonomes remplacer les bus en ville, avec des vitesses commerciales au moins égales et voire supérieures, c'est ça le progrès, au réseau de bus, je pense que là, il va se passer encore un peu de temps. Je ne peux pas m'empêcher de donner un petit coup de griffe au projet de drones, hélicoptères autonomes et électriques forcément, puisque l'électricité est la mère de toutes les vertus. Il faut quand même se rappeler qu'une éphémère présidente de la RATP, elle a été appelée ensuite à de hautes responsabilités nationales. Eh bien, elle avait caressé l'espoir de développer un projet d'hélicoptère autonome. Finalement, ça a été abandonné. Je pense que quelques ingénieurs, voire économistes de bon sens, ont dû lui mettre le bilan énergétique aux passagers transportés sous les yeux. Enfin, voilà. Un projet d'éléphant blanc avorté. En quelque sorte. Alors, vous suivez l'évolution des technologies ferroviaires depuis des années. Y a-t-il une anecdote de terrain qui illustre, selon vous, une bascule technologique majeure?
Là, il me vient immédiatement à l'esprit le métro sans conducteur. Ça, si on se concentre sur les transports urbains, sans aucun doute, c'est l'innovation majeure du XXe siècle. Moi, j'ai souvenir que lors des essais du Val de Lille, on est au début des années 80. Donc, c'était un des tout premiers métros sans conducteur au monde. Un collègue, blanchi sous le harnais de la RATP, m'avait prédit « Doigt levé et menaçant, ce métro est tellement sécuritaire qu'il ne fonctionnera qu'à l'arrêt. » Bien, on a vu ce qu'il en est advenu, il faut se méfier des prédictions. Selon vous, quelles technologies sont aujourd'hui les plus crédibles pour améliorer durablement l'expérience voyageur dans le métro de demain, notamment en matière de qualité de l'air et de confort thermique? Il est vrai que la qualité de l'air, c'est un défi majeur pour lequel les solutions aujourd'hui ne sont pas convaincantes. Il faut distinguer le cas, si on parle de métro, des lignes existantes du cas des lignes nouvelles. Sur les lignes existantes, les sources de pollution de l'air sont essentiellement dues à l'attrition du ballast. L'attrition du ballast, c'est l'usure du ballast qui va réduire les cailloux qui constituent le ballast en poussière. Et également aux particules métalliques qui sont arrachées aux rails, aux roues et aux disques de frein. Alors, remplacer le ballast par une voie sur dalle béton demanderait l'arrêt de la ligne pendant des années. Donc, une fois qu'on est sur ballast, eh bien, on y reste. Et on est exposé à ce phénomène d'attrition générateur de poussière dans l'air. Le freinage électrique, lui, il existe depuis longtemps et il réduit les particules créées par le freinage mécanique, puisque tant qu'on freine en électrique, on n'actionne pas les freins qui agissent comme sur une voiture sur des disques. Donc, il n'y a pas grand-chose à gagner à ce niveau. La dernière étape du freinage, elle se fait en actionnant les freins mécaniques. Donc, il y a quand même une émission de particules qui, aujourd'hui, est incompressible. Certains ont pensé à installer à bord des trains des bus d'aspiration de l'air chargés des particules au niveau des freins. Vous voyez, on capturerait ces particules au niveau de leur génération. C'est encore à l'état de prototype et ce n'est pas encore opérationnel. Je trouve que l'idée est bonne, même si elle alourdit le matériel roulant. Dans le cas de lignes nouvelles, de lignes de métro nouvelles, on va les construire systématiquement sur dalle béton. Donc on n'aura plus le phénomène d'attrition du ballast, mais on n'évitera pas totalement la génération de poussière par le béton. Les gens avisés le savent, le béton n'est pas un corps totalement stable. Dans le temps, il génère de la poussière lui aussi. On peut penser à filtrer l'air pour le débarrasser de ces particules. Mais là, vous voyez, on est en train de parler de filtrer l'air à l'échelle du volume d'un tunnel et d'une station et de ses accès. C'est à l'étude, on sait ventiler. De toute façon, les tunnels et les stations sont systématiquement ventilés à cause du critère de lutte contre les fumées en cas d'incendie. Donc, il y a des installations de ventilation puissantes qui existent. Comment peut-on les détourner, les dévier, les améliorer pour filtrer l'air au passage de ces ventilateurs? Des solutions existent, mais encore une fois, les résultats ne sont pas encore probants, mais c'est une piste très intéressante. Alors, il y a le confort climatique. Comme vous avez parlé d'améliorer le confort, c'est pas uniquement réduire les particules, c'est aussi mieux contrôler la température et l'humidité dans les tunnels et dans les trains. Dans les trains, on le fait déjà. Certains réseaux achètent des trains qui sont climatisés. Climatisés, ça veut dire capables d'appliquer une température de consigne, quelle que soit la température à l'extérieur, ce qui est très, très gourmand en énergie. Il y a des solutions intermédiaires qui s'appellent la ventilation réfrigérée, où on se contente, entre guillemets, d'avoir un écart de température entre le quai, disons, et l'intérieur du train, qui va donner une sensation de fraîcheur quand on monte à bord, sachant que le trajet à bord d'un métro ne dure pas très longtemps. Climatiser une station, ça se fait, je l'ai vécu, mais c'est un gouffre à énergie et l'efficacité est très discutable. Est-ce qu'on a vraiment besoin de climatiser des stations? Pour rester sur ce sujet des particules, ce sujet m'avait été levé par des visiteurs danois. Il y a plus de 20 ans, je faisais visiter le réseau parisien à ces gens, qui étaient des gens du transport. Et donc, j'étais très fier de montrer nos meilleures réalisations. Et on m'a posé la question du niveau de particules dans l'air. Moi qui étais l'avocat des transports en commun, il n'y a pas plus vertueux que les transports en commun, c'est bien connu. Et là, on me mettait au pied du mur. Les prémices de cette question n'existaient pas en région parisienne ou même à l'échelle en France dans les transports urbains. Alors aujourd'hui, je ris plus du tout. On me poserait cette question-là aujourd'hui, je n'éviterais pas d'y répondre. C'est un chantier pour les années à venir. C'est un problème de santé publique, ne serait-ce que pour les employés qui, eux, ne passent pas 2 fois une demi-heure dans le métro tous les jours, mais ils sont toute leur carrière. Donc, il y a un vrai chantier d'amélioration de la qualité de l'air dans les transports en commun à conduire.
Après avoir parlé de la qualité de l'air et du confort thermique, quelles sont aujourd'hui les solutions techniques les plus efficaces pour atténuer les nuisances sonores et vibratoires du transport ferroviaire, notamment en zone dense? Si on pense tramway, le matériel roulant, les trains, possèdent déjà des roues qu'on appelle élastiques parce qu'elles sont faites d'un sandwich. Elles prennent en sandwich un anneau caoutchouté entre la bande de roulement, le bandage métallique et l'âme, le cœur de la roue. Ce premier niveau caoutchouté est amorti déjà beaucoup la vibration de la roue sur le rail. Mais ça suffit pas. Alors on sait atténuer les vibrations qu'on appelle solidiennes, transmises par les solides, entre le rail et l'environnement et le bâti alentour. On sait faire ça par des tapis antivibratiles que l'on pose sous les voies au moment de la pose de voix. Alors leur effet est absolument incontestable. On sait le quantifier en nombre de décibels et en fonction du nombre de décibels d'affaiblissement que l'on vise, on va avoir une ou deux techniques de tapis vibratiles adaptées. C'est un surcoût important, mais quand on est riverain d'un tramway, il n'y a pas de raison qu'on soit réveillé par le passage des rames, la première à 5h30 du matin. Voilà. Pour diminuer les crissements dans les courbes, on va graisser les roues ou les rails quand on est dans une courbe serrée. Ce dispositif existe, il peut être déclenché par la localisation dynamique des trams. C'est-à-dire, en d'autres termes, le tram est suivi par GPS, il transmet en temps réel sa position sur les voies à un poste de contrôle centralisé qui, à l'approche des courbes, va envoyer l'ordre au tramway d'actionner son graisseur de voie ou son graisseur de roue. Alors en métro, les poses de voie antivibratiles existent aussi parce que les transmissions solidiennes sont tout aussi présentes. Les gens qui vivent dans une ville où il y a un métro et qui sont au-dessus d'une voie, d'une ligne de métro, le savent très bien. Ils entendent les verres sonner dans les placards au passage des rames. Donc là aussi, on peut appliquer une pose de voie dite antivibratile. Alors il y a même le summum de cette pose de voie antivibratile, c'est une pose qui s'appelle la pose Vanguard, du nom de son inventeur, de l'industrie qu'il développe, où là, le rail va se trouver pincé et suspendu entre les points d'attache, c'est-à-dire que la semelle du rail ne touche plus la dalle. Ça réduit sensiblement la transmission des vibrations. C'est très efficace, mais c'est très coûteux. Revenons à l'épisode 1 de ce podcast sur l'Hyperloop, donc ce rêve vendu par Musk sans réelle intention de le réaliser et qui a longtemps échappé à la critique. Pourquoi un tel aveuglement médiatique et institutionnel ? Et comment pourrait-on imposer une évaluation plus rigoureuse des projets dits innovants ? Bon, j'aurais peut-être pas la réponse à la dernière question, mais néanmoins, si on revient sur le cas Hyperloop, eh bien, le constat, il est que la presse ne fait pas nécessairement son travail d'investigation. C'est triste, mais c'est comme ça. Surtout dans des domaines techniques complexes. Et le problème des transports terrestres, c'est qu'ils semblent plus simples que l'avionique, par exemple. Moralité, tout le monde se sent capable de juger, de donner son avis, évitant ainsi de faire des investigations pour se construire une opinion. Alors, on va exclure de ce procès au moins 2 magazines, je vais citer C'est pas sorcier et Parigo, qui font un excellent travail de vulgarisation, de recherche d'informations, et qui ne disent pas de sottises et qui ne tomberaient pas dans un mythe tel l'Hyperloop. Alors, dans le cas d'Hyperloop, c'est le mythe de la vitesse qui a aveuglé ceux qui ne demandaient qu'à tourner le dos aux lignes à grande vitesse. Alors, comme ça tendait à ringardiser le chemin de fer, les dites autorités publiques se voyaient soulagées d'avoir à réfléchir au financement de coûteuses infrastructures ferroviaires sous prétexte de se tourner vers un futur radieux. Mais en pratique, on a vu lors du premier podcast que Hyperloop promettait de raser gratis, c'est-à-dire que c'est pas parce que l'on prône une réalisation, une conception-réalisation, une exploitation privée que ça va coûter moins cher. Une analyse sérieuse, pas forcément par les professionnels, mais par les médias, les journalistes, la presse spécialisée, une analyse sérieuse de ce concept ne serait pas tombée dans la supercherie de cette vitesse, parce qu'il y avait énormément d'obstacles qui auraient mérité d'être questionnés. Par exemple, la sécurité, la capacité horaire, la disponibilité, le profil de la ligne, le coût de l'énergie. Mais bon, on en a déjà parlé. Il y a déjà eu un podcast dédié à cet éléphant, qui n'est même pas blanc, c'est un éléphant gris tristesse. Et quels sont selon vous les signaux faibles qui devraient alerter très tôt sur le risque de créer un nouvel éléphant blanc ? Si on passait au crible tous ces nouveaux projets, ces nouvelles promesses, au crible de la sécurité, il y en a un grand nombre qui tomberaient. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le crible de la sécurité ? C'est identifier les pannes possibles. Ces pannes vont créer des modes dégradés. Et comment résout-on les modes dégradés ? C'est-à-dire, quelle est la durée d'indisponibilité d'un système de transport très très innovant avec des solutions inédites qui tombent en panne.
Et ensuite, il faudrait regarder, analyser quels sont les coûts d'exploitation, personnel, énergie, entretien, assurance, coûts d'exploitation rapportés au nombre de personnes transportées par jour et par an. Il y a des ratios intéressants et qui permettent de questionner de l'opportunité d'un éléphant blanc ou d'un système de transport inédit. Voilà. Et puis, il faut regarder aussi son insertion dans le tissu urbain. Combien de projets j'ai vu qui reposaient sur des viaducs arachnéens qu'on installait sur les trottoirs, allons-y, etc. Enfin, il y a quand même des choses simples. Et puis alors, il y a aussi ces projets fumeux qui évitent soigneusement d'entrer en concurrence avec la voiture. Alors là, ça, c'est un indicateur. Un projet qui prône une innovation technique fumeuse, pour reprendre l'adjectif, mais qui évite la voiture, alors là, il y a une alerte qui doit sonner immédiatement, parce que de toute façon, si on veut faire du transport urbain ou du transport en commun ou du transport interurbain, il faut avoir le courage de dire que l'on affronte la route. Si on n'en parle pas, c'est qu'on ne veut pas en parler et c'est que ça cache quelque chose. Et donc, quel levier institutionnel ou méthodologique pourrait garantir que les décisions en matière de choix modal reposent davantage sur des analyses techniques que sur des logiques politiques? Je pense qu'il faut associer très en amont des projets politiques les représentants des usagers, il y a des associations qui sont très actives, et les experts du transport, de sorte à mettre tout sur la table. Alors bien sûr, on va m'objecter, une république des experts, c'est questionnable. Ah oui, mais néanmoins, les experts, ils sont payés pour savoir. Donc, mettre tout sur la table, ça veut dire regarder le service offert en regard du besoin, regarder les coûts de construction et d'exploitation, prendre en compte l'évolution à moyen et à long terme du bassin de population considéré, et puis il faut appliquer les lois qui régissent les grands projets d'infrastructure en France. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui cadrent la façon dont les projets évoluent à partir de l'étude d'opportunité, la faisabilité, l'avant-projet, etc., jusqu'à la réalisation. Tout cela est très très cadré, très vertueux, et néanmoins on peut se poser la question de certains choix qui ont prévalu, par exemple, pour le Grand Paris Express, alors que facialement, toutes ces procédures ont été appliquées très très rigoureusement. Et tout cela pour aboutir, par exemple, à la ligne 18. Le lieu de ce podcast n'est peut-être pas de faire un procès à ce qui se passe sur le Grand Paris Express, mais quand même, la ligne 18, dont la fréquentation va être très très faible, et en regard de ça, la ligne 19, qui d'ailleurs n'existe plus dans la numérotation des lignes du Grand Paris Express, la ligne 19 qui n'existe pas du tout, voilà, alors qu'elle avait été quand même évoquée. Et puis, en même temps que le Grand Paris Express était accepté, voté avec les lignes qui l'alimentaient, on misait sur le développement du triangle de Gonesse, qui est aujourd'hui abandonné. Il y avait 700 hectares de belles terres agricoles qui devaient être sacrifiées pour un immense centre commercial, parce que aujourd'hui on fait plus des centres culturels, on fait des centres commerciaux. Alors, si on avait poussé d'une manière transparente, efficace, volontaire, la concertation avec les élus et les populations, et non pas d'en faire un procédé de pure forme, eh bien, on aurait pu éviter, réduire l'envie des responsables politiques, des élus, de marquer leur passage par des projets pharaoniques. Notons aussi que avant le Grand Paris Express, on avait eu un projet qui s'appelait Métrophérique ou Orbital, qui était plus modeste que le Grand Paris Express, mais qui lui aussi avait péché parce qu'il n'avait pas pris assez en considération les communes qui étaient évitées par le tracé. Certaines stations étaient à cheval sur 2 communes, enfin ça faisait 2 mécontents, quoi, voilà. Il faut aller plus loin dans l'analyse technique, il faut prendre le temps de la concertation, mais une vraie concertation. Donc on est là au cœur du fonctionnement de la démocratie locale et nationale, et aussi de l'entre-soi des élites qui nous dirigent. Merci d'avoir écouté ce numéro bonus de Métropolitique. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous ou à nous laisser quelques étoiles sur votre application de podcast préférée. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode avec de nouvelles lignes à explorer et quelques correspondances inattendues.